Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un crossover qui l'a déçu plus qu'un, de X-Files Conspiracy ou Conspiration en français. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je vais expliquer globalement la franchise qui rencontre les Tortues Ninja. Donc, si vous ne connaissez que la musique emblématique de X-Files, alors voici un petit résumé global de cette franchise. The X-Files est une série télévisée dramatique américaine de science-fiction créée par Chris Carter. La série télévisée originale a été diffusée de septembre 1993 à mai 2002 sur Fox. Au cours de sa diffusion initiale, le programme s'étendait sur 9 saisons avec 202 épisodes. La 10e saison fut composée de 6 épisodes seulement et s'est déroulée de janvier à février 2016. Suite au succès, The X-Files est revenu pour une 11e saison de 10 épisodes qui s'est déroulée de janvier à mars 2018. En plus de la série télévisée, 2 longs métrages sont sortis. Le film de 1998, The X-Files, et le film indépendant The X-Files I Want to Believe. En France nommé X-Files Régénération et au Québec X-Files Je veux y croire, sorti en 2008, 6 ans après la fin de la diffusion télévisée originale. En France, la série a été diffusée à partir du 12 juin 1994 jusqu'en 2003 sur M6, puis rediffusée en 2008 sur Paris Première, de 2009 à 2010 sur Jimmy, de 2009 à 2013 sur Énergie 12 et en 2013 sur Chérie 25. Elle est rediffusée à partir de 2018 sur AB1 et à partir de 2019 sur RTL 9. Au Québec, la série a été à partir du 24 janvier 1995 sur TQS, les saisons 1 à 6, sur Z-Télé à partir de septembre 2001, saison 6 à 9 et la saison 10 sur la chaîne Max. En Belgique, la série a été diffusée sur RTL TVI dès septembre 1993, à l'exception de la dernière saison qui a été diffusée sur une chaîne du même groupe, Blog TV. En Suisse, la série a été diffusée dans son intégralité sur RTS 1 et 2. C'est bien beau toutes ces informations, mais que nous raconte cette série X-Files? Bien, la série tourne autour des agents spéciaux du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, qui enquêtent sur les X-Files, une affaire jugée insoluble ou considérée comme prioritaire par le FBI. Ces fichiers sont transférés vers l'unité X-Files. Les dossiers constituent un projet non assigné qui s'intéresse plus ou moins à des phénomènes inexpliqués, à des théories pseudo-scientifiques marginales et à des preuves non crédibles d'activité paranormale. Mulder est un profileur criminel talentueux, un ardent surnaturaliste et un théoricien du complot qui croit en l'existence du paranormal, tandis que Scully est un médecin sceptique qui a été chargé d'analyser scientifiquement les découvertes de Mulder. Nous allons vous soumettre à un test. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris? Oui. Une série spin-off de la série X-Files voit le jour, nommée Millennium, en 67 épisodes de 43 minutes, créée par le même créateur que X-Files, Chris Carter, est diffusée entre le 25 octobre 1993 et le 21 mai 1999 sur le réseau Fox et en simultané sur le réseau Global au Canada. En France, la série a été diffusée à partir du 5 juillet 1998 dans le bloc de programme Série illimitée présenté par Frédéric Joly sur France 2. La chaîne publique démarre par le 2e épisode. Elle est ensuite rediffusée sur la série Club qui diffuse l'épisode 1 resté inédit, puis sur Jimmy. En Suisse, la série a été diffusée sur la TSR et au Québec à partir de février 2000 sur Z-Télé. En mars 2001, The Long Goodman, une autre série spin-off, était davantage plus humoristique que la série X-Files. La série s'articule autour du trio titulaire de Long Goodman, Melvin Frohike, John Fitzgerald Byers et Richard Langley, détective privé qui dirige un magazine de théorie du complot. Ils avaient souvent aidé l'agent spécial du FBI Fox Mulder sur des dossiers X-Files. Le programme a été annulé après 13 épisodes. Le dernier épisode a été diffusé en juin 2001. En France,
La série se nomme The Long Gunman, au cœur du complot. Le pilote a été diffusé le 27 mai 2003 sur Série Club, puis la série est intégralement diffusée à partir du 18 mars 2006 sur France 4. En français, les Long Gunmen sont renommés les bandits solitaires. Les X-Files ont été convertis en une série de bandes dessinées publiées par Topps Comics au cours de la 3e et 4e saison de la série. Les premières bandes dessinées ont été écrites uniquement par Stephen Petrusha. Topps Comics publia 41 numéros réguliers de X-Files de 1995 à 1998. Un roman graphique, 30 jours de nuit, de X-Files, un crossover de 2 franchises, a été publié par Wildstorm en 2010. Il suit Mulder et Scully en Alaska alors qu'ils enquêtent sur une série de meurtres pouvant être liés aux vampires. En 2013, il est annoncé que The X-Files reviendrait sous forme de bande dessinée avec la saison 10, désormais publiée par IDW. La série qui suit Mulder et Scully après les événements de X-Files I Want to Believe est sortie en juin 2013. La saison 10 de X-Files s'est terminée le 1er juillet 2015 après 25 numéros. En août 2015, la bande dessinée X-Files saison 11 a commencé également à être publiée par IDW. La série de 8 numéros a servi de continuation à l'émission télévisée. Chris Carter, le créateur de la série, était le producteur exécutif de la bande dessinée. En France, X-Files, le magazine officiel, est publié par les éditions de Tournon SA de décembre 1996 jusqu'en juillet 1998. 20 numéros de 64 pages au total sont publiés, ainsi que 5 hors-série et 2 numéros spéciaux. Chaque numéro présente des informations, interviews et dossiers sur la série. Une bande dessinée écrite par Stephen Petrusha paraît également dans ce magazine. En 2016, chez Glénat Comics, commence à publier The X-Files et The X-Files Archive, les comics publiés par IDW. En août 2020, Fox annonce qu'une série dérivée de comédie animée était en développement, mais en mars 2023, il a été confirmé que la série n'avancerait pas. Le même mois, il a été rapporté que Ryan Coogler développait un redémarrage potentiel diversifié de la série, selon le créateur Chris Carter. En janvier 2014 sort enfin The X-Files Conspiracy, ou Conspiration en français, un crossover publié par IDW. Il implique des personnages de X-Files interagissant avec 4 propriétés sous licence pour lesquelles IDW publie des bandes dessinées: Ghostbusters, les Tortues Ninja, Transformers et le Corbeau. Alors, comment commence cette histoire? Les bandits solitaires reçoivent un fichier crypté du CERN ne contenant que des titres de tabloïds. Ils décident d'enquêter sur le mystère. Les articles incluent des exterminateurs de fantômes de New York, des rapports sur des amphibiens rôdant dans la nuit, des photos d'extraterrestres robotiques qui peuvent changer de forme et quelque chose appelé Skylogic System qui n'apparaît dans aucune recherche Google. Encore plus étrange, chaque article sont post-datés du futur. Les bandits solitaires transmettent leurs découvertes aux agents du FBI Mulder et Scully, qui révèlent que certains des articles sur un virus tueur sont liés à une scène de meurtre sur laquelle ils ont déjà enquêté. Peu de temps après, les bandits solitaires sont attaqués par des hommes armés qui n'aiment pas leurs recherches indiscrètes. Ils prennent la fuite, décidant d'approfondir le complot. Alors, pour comprendre la fin, vous devez lire les 6 numéros recueillis dans le volume, sinon vous n'allez rien comprendre. Je vais devoir résumer chaque numéro, mais je vais détailler un peu plus celle des Tortues Ninja. Donc, les bandits solitaires enquêtent sur leur première piste, les Ghostbusters. Ils vont investiguer s'il s'agit d'escrocs et de charlatans qui escroquent leurs clients sans le vouloir et avoir un aperçu particulier de l'au-delà. De plus, ils vont examiner leur lien avec le virus qui est sur le point d'anéantir l'humanité. La deuxième franchise qu'ils vont investiguer après avoir enquêté sur les Ghostbusters sont les Tortues Ninja. Dans les bois de Northampton, 2 adolescents tentent de prendre des photos du culte des vampires qui se cacherait là-bas. Ils repèrent autre chose et prennent une photo avant de s'enfuir, terrorisés. Dans les égouts de New York, les bandits solitaires suivent les pistes sur l'homme amphibien vivant dans les égouts de New York.
Cela provenait d'un tabloïd qui leur avait été envoyé du futur. Richard Langley reçoit une mise à jour sur sa tablette et voit la photo prise par les deux adolescents. C'est une image de Leonardo assis dans les bois de Northampton. Les bandits solitaires décident d'y poursuivre leurs recherches. Près de la grange de la ferme de Northampton, Leonardo s'entraîne avec ses katanas. Donatello lui annonce la mauvaise nouvelle concernant la photographie. Leonardo est contrarié de ne pas avoir été vigilant et d'avoir laissé les adolescents mettre leur sécurité en danger, car le clan des Foot sont à leur recherche. Donatello dit à Leonardo de ne pas s'inquiéter pour ça, qu'après tout ce qu'il s'est passé, ils ont tous été un peu hors de leur jeu ces derniers temps. En ville, les bandits solitaires ont garé leur camionnette devant le Golden Pizza. Richard Langley explique qu'il y a eu de nombreux décès par exsanguination, signalés dans la ville. Tous les corps retrouvés avec leur sang drainé. Il soupçonne que l'amphibien pourrait aussi être un des vampires. De plus, les victimes ont tous été empoisonnées d'abord avec de l'hydrate de chloral et toutes les victimes avaient commandé au Golden Pizza peu de temps avant leur meurtre, d'où leur surveillance du restaurant. Melville se demande comment les autorités locales ont pu négliger des liens aussi évidents. Mais Richard suggère que la police est tout simplement trop stupide pour le comprendre. Au même moment, le shérif local vient frapper à leur porte et leur demande pourquoi ils sont stationnés devant le restaurant pendant des heures. Melvin invente une excuse d'un problème de voiture et les bandits solitaires s'en vont rapidement. Sur le toit, Leonardo entraîne ses frères avec lui pour garder un œil sur leurs amis qui vont manger au restaurant. Il craint qu'avec la récente photo diffusée sur Internet, les Foot puissent savoir où ils se trouvent. Il veut donc s'assurer qu'April et Casey sont en sécurité. Alors que les tortues regardent depuis un toit, les bandits solitaires observent le restaurant derrière une benne à ordures dans une ruelle, attendant quelque chose qui sort de l'ordinaire. Soudain, une chaise vient briser la fenêtre du restaurant et les tortues sautent immédiatement pour voir d'où vient toute cette agitation. À l'intérieur, les tortues trouvent un livreur de pizza aux yeux rouges brillants et au croc qui tente d'attaquer April et Casey. Les tortues combattent le vampire lorsque le shérif arrive avec d'autres vampires. Une bagarre éclate et lorsque Richard Langley constate que les amphibiens sont en infériorité numérique, il décide d'appeler l'agent Mulder pour obtenir conseil. Mulder reconnaît la description faite par Richard Langley du livreur de pizza comme étant Ronnie Strickland, un vampire qu'il a déjà rencontré. Mulder dit à Richard de répandre quelques graines sur le sol, car les vampires essaieront instinctivement de ramasser et de compter des graines renversées. John ne trouve aucune graine, mais il renverse un contenant de flocons de piment. Les vampires s'arrêtent immédiatement de se battre et tentent de récupérer les flocons. Les tortues sont sur le point de partir lorsque les bandits solitaires les arrêtent. John leur dit qu'il y a un virus qui se propage actuellement sur la côte Est et que sa nature extraterrestre a jusqu'à présent rendu presque impossible la recherche d'un remède. Melvin et Richard insistent sur le fait qu'ils ont des pistes qui indiquent que le sang de l'amphibien muté pourrait être le seul moyen de concevoir un remède. Les tortues ne sont pas prêts de donner leur sang à un trio d'étrangers et ils s'enfuient. Les bandits solitaires crient que sans leur aide, des milliers de personnes mourront. Avant de partir, Léo se retourna. Sur la route quittant Northampton, les bandits solitaires déplorent de ne pas avoir pu obtenir du sang de l'amphibien. Ils commencent à perdre espoir, car ils n'ont désormais aucune idée de la manière dont un remède pourrait être mis au point contre le virus. Melvin arrête brusquement la voiture alors que Léo apparaît au milieu de la route. Léo leur offre une chance de le convaincre que ce qu'ils prétendent est vrai. Richard invite Léo dans la camionnette et lui montre toutes les preuves qu'ils ont rassemblées, ainsi que des reportages confirmant la propagation rapide de la contagion mortelle. Léo leur donne un échantillon de son sang, mais prévient les bandits solitaires que s'ils découvrent qu'ils mentaient, lui et ses frères les feront payer. La troisième franchise que les bandits solitaires vont rencontrer est les Transformers. Ils feront équipe avec Optimus Prime et Bumblebee pour sauver Ratchet des griffes d'une mystérieuse organisation cherchant à exploiter les secrets de la biotechnologie cybertronienne pour créer un virus mortel. Et la dernière franchise est le Corbeau, et ce n'est pas le même Corbeau que Brandon Lee a interprété comme son dernier film. Plutôt, c'est Bernard, un policier d'État décoré, amoureux de sa compagne. Mais leur histoire d'amour est brutalement interrompue lorsque tous deux meurent à la suite d'une poursuite à grande vitesse et d'un violent accident de voiture impliquant les bandits solitaires.
Bernard se réveille inexplicablement et se retrouve ressuscité par un corbeau d'un autre monde et avec une seule chose en tête, la vengeance. Alors, comment se termine cette histoire? Bien, les bandits solitaires donnent l'échantillon de sang de Leonardo et du Transformer à l'agence Scully. Elle l'utilise pour créer un vaccin contre le virus. Pendant ce temps, l'agent Mulder découvre que des extraterrestres étaient derrière tout ça. Beaucoup de choses se produisent à la fin. Les bandits solitaires découvrent que les articles du tabloïd leur ont été envoyés du futur provenant de leur futur moi, qui a vécu dans un monde envahi par le virus. En guérissant le virus, ils rendent leur chronologie inexistante. Tous les personnages disparaissent dans cette temporalité. Pour faire court, les événements de cette aventure conspiration sont effacés de l'histoire et tout redevient normal. Et voilà, c'était ça l'histoire de X-Files Conspiration. Si vous le voulez bien, maintenant on va parler un peu de l'histoire des Tortues Ninja. Cette histoire aurait pu se passer entre TMNT DDW numéro 30 et 31, mais il y a plusieurs erreurs de continuité dans ce numéro qui entrent en conflit avec TMNT numéro 31. Leonardo porte son bandana bleu dans ce numéro, mais ne le récupère qu'à la dernière page du numéro 31 de TMNT. De plus, Donatello déplore la lenteur de l'Internet, mais il dit dans le TMNT numéro 31 qu'il n'y a aucun accès à Internet. Alors on pourrait penser de placer X-Files TMNT après le TMNT numéro 31. Mais les événements qui se produisent dans le TMNT numéro 31, comme la coupe de cheveux d'April et l'attaque du Foot Clan, rendent ce placement impossible. Ces erreurs de continuité sont tout simplement inconciliables. Un autre point, les Tortues Ninja DDW ne vivent pas sur la même ligne temporelle que les Ghostbusters, tandis que dans cette histoire, si. Surtout qu'à la fin de l'histoire, ils relèguent les événements dans une chronologie alternative, rendant chaque chapitre non canon dans son univers respectif. Pour le côté artistique, les crayonnés de Michael Wash sont bons. Ils sont réduits en termes de détails. Même ces caricatures des bandits solitaires sont assez précises. Je ne sais pas si c'est la décision de qui, mais les tortues ont toutes des petites taches sur le corps qui me font rappeler les jouets Movie Stars de Playmate Toys à l'époque. Dans l'ensemble, il y a un aperçu du talent de Michael Wash pour mettre en scène l'action, mais il est difficile d'avoir une bonne idée de sa compétence car cette histoire doit passer beaucoup de temps à expliquer des choses. Le script s'appuie sur tellement de pages que Michael Wash se contente en quelque sorte de dessiner des personnages assis en train de parler et ce n'est pas exactement le visuel le plus stimulant. Pour être honnête avec vous, les gens qui n'ont jamais suivi ou connu X-Files, ils peuvent être très désavantagés durant la lecture de ce livre, car il y a beaucoup de fanservice pour ceux qui connaissent l'univers X-Files. Personnellement, je trouvais que c'était une excellente idée de mettre X-Files avec les Tortues Ninja. Il y a tellement de possibilités de scénario. Mais l'histoire Conspiration n'a pas été à la hauteur que j'espérais. Le titre Conspiracy ou Conspiration semble reposer sur l'insistance sur le fait que le crossover est important ou pertinent. Le titre n'a très peu à voir avec l'intrigue réelle de la bande dessinée. Il y a une conspiration à l'œuvre, oui, mais certainement pas la conspiration à laquelle tout le monde pense à propos de X-Files. Cela n'a pas été très bien planifié et les éditeurs n'ont pas prêté beaucoup d'attention à la qualité de certains épisodes. Surtout que Fox Mulder et Dana Scully ne sont pas très présents, mais c'est avec eux que nous voulons vivre l'aventure, pas avec les bandits solitaires. J'espère sincèrement, les amis, que IDW reprenne ces deux franchises et qu'ils nous fassent une histoire qui sort de l'ordinaire avec Mulder et Scully, et cette fois-ci, qu'il soit canon à l'histoire en cours. Alors la vidéo se termine ici, merci de l'avoir regardée dans son intégralité. Je vous laisse le soin de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager cette vidéo à des gens qui sont intéressés aux Tortues Ninja et à X-Files. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt dans une future vidéo. Bye bye!